moi aussi, je vais avant tout remercier Patrick Boucheron et Jean-Baptiste Delzan pour cette invitation dont je suis vraiment honoré. Vous avez déjà entendu par Jean-Baptiste Delzan que la rhétorique de la paix, la paix entre les citoyens et la paix dans la ville, qui ne sont pas la même chose exactement, avait un rôle central dans le discours politique des gouvernements des villes italiennes au XIVe siècle, gouvernement populaire ou bien gouvernement seigneurial. La rhétorique était égale. En réalité, déjà la commune du XIIe siècle était aussi concernée par la paix et la sûreté dans la ville. Mais il faut souligner que la paix du XIVe siècle était tout à fait différente de la paix du XIIe siècle. Donc, je voudrais ici vous présenter ce changement conceptuel très important qu'on pourrait appeler le passage de la paix comme harmonisation des conflits, à l'ordre comme répression des conflits. Donc, durant le premier âge communal, la répression du crime et de la violence était confiée à une pratique très ancienne et répandue dans toute l'Europe médiévale. Les cris. La victime d'une agression, homme ou femme, devait pousser un cri pour appeler au secours. Et le cri était un véritable acte juridique qui obligeait tous les hommes qui l'entendaient à courir, poursuivre les auteurs du délit et les consigner à la justice publique. Si ces hommes n'accomplissaient pas ce devoir, toute la communauté, le village à la campagne ou bien la paroisse dans la ville, était obligée à rembourser la victime des dommages et payer une amende. Cette pratique existait en France, s'appelait le haro, s'appelait hue and cry en Angleterre. En Italie, avait plusieurs noms. Le plus répandu était le nom florentin, accoruomo, qu'on peut traduire à peu près par courez, courez, aidez-moi. Et cette pratique était très répandue et c'était assez efficace. Encore à la fin du XIIIe siècle, nous pouvons voir le fait que, selon les dénonciations présentées aux tribunaux de Bologne, pendant la première moitié de l'année 1286, au moins 116 hommes et femmes avaient échappé aux agressions grâce à l'intervention des voisins qui étaient accourus en attendant leurs cris. Donc, les hommes des paroisses devaient garantir la sûreté dans leur territoire, mais ils partageaient cette responsabilité avec plusieurs associations et avec les familles qui pouvaient exercer leur droit à la vengeance, qui était une forme de justice au Moyen Âge. En particulier, tous les groupes qui réunissaient des hommes entre eux, les corporations de métiers, les associations de marchands, les confréries religieuses, les sociétés du peuple et les sociétés de la noblesse, avaient leur juridiction. Ils exerçaient ainsi des fonctions de police en assurant la protection de leurs propres membres, la tranquillité des lieux de réunion, l'ordre pendant les fêtes religieuses et parfois la sûreté des grandes routes commerciales. En somme, jusqu'à la moitié du XIIIe siècle, l'ordre public dans la commune était plutôt en désordre
mais un désordre bien réglé, dans lequel une pluralité des sujets agissaient et quelquefois rivalisaient pour assurer la protection des citoyens et la consigne des criminels aux tribunaux. Mais ce désordre et surtout la pratique du cri présentaient pourtant des défauts. Pour les hommes qui accouraient sur le lieu de l'événement en entendant les cris, il n'était pas toujours facile de comprendre la situation et de distinguer entre les agresseurs et les victimes. Fréquemment, c'étaient les auteurs du crime qui poussaient des cris, soit devant une réaction inattendue des victimes, soit pour s'échapper à la faveur de la confusion. Les cris pouvaient aussi être poussés pendant une rixe ou pendant les combats urbains entre familles rivales ou bien entre les factions politiques. Les cris pouvaient être poussés pour chercher l'aide contre une arrestation ou contre une saisie des biens menée par les officiers de la justice. Donc, les cris étaient dangereux. Pour les magistrats et les officiers urbains des communes du peuple ou des seigneuries, à la fin du XIIIe siècle, la première menace contre la paix était le rumor, c'est-à-dire la clameur, qui était très souvent liée au cri. Par conséquent, les autorités de ville se méfiaient de l'accoruomo, du cri, parce que la course du peuple sur le lieu d'une clameur pouvait aggraver la situation et causer la naissance d'une vraie émeute. Donc la solution était de créer une force armée, appelons-la une force de police, aussi si le mot n'est pas de l'époque, une force de police à disposition des officiers urbains. À partir du dernier tiers du XIIIe siècle, dans la majorité des villes italiennes, les sources montrent l'apparition et la rapide croissance d'une force composée de soldats, donc des professionnels des armes, au service du podestat, le chef du gouvernement urbain, ou des autres officiers. La croissance de l'importance de l'ordre public causa aussi la multiplication des officiers communaux qui devaient garantir la sûreté des citoyens. Il y en avait avec une connotation politique. Les capitaines de justice ou les bargelli, créés à Bologne, à Florence et à Parme, avaient la tâche de combattre la violence des nobles et des gibelins, étant ces communes guelfes. Beaucoup d'autres officiers devaient assurer la répression de la criminalité quotidienne. À Bologne, vers 1285, on créa l'office dit des couronnes et des armes, dont les policiers devaient contrôler les ivrognes, les joueurs et les hommes armés qui parcouraient les rues pendant la nuit après le son de la cloche. Au début du XIVe siècle, les mêmes tâches étaient confiées aux gardes municipaux de la commune de Sienne, les ainsi dits quattrini, aux hommes au service des magistrats dits les 5 de la paix pendant le jour et les 12 seigneurs de la nuit après le coucher du soleil à Venise, et aux 7 bargellini, les petits bargelli, à Florence, qui devaient garder la ville contre les bandits, les joueurs et les rixes. Ces forces armées au service des officiers urbains pour le contrôle de l'ordre ont connu une croissance assez rapide. Par exemple, à Florence, les podestats n'ont aucune force armée jusqu'au 1270,
Au 1270, et ici nous voyons encore les Angevins protagonistes, Florence est sous la domination angevine et est créé un détachement de 19 ou bien 20 soldats assignés au podestat. Au 1302, après les émeutes civiles entre les guelfes blancs et les guelfes noirs, dont Dante Alighieri a été victime, le nombre fut multiplié jusqu'à 60, pour augmenter encore à 80 12 ans après. À Bologne, les statuts de 1250 de la ville ne prévoyaient aucune force armée au service du podestat, mais ceux de 1288 lui assignaient 20 policiers, une force doublée 4 ans après, pendant une période de désordre. En 1335, les statuts prévoyaient une force de 60 policiers pour le podestat, 20 pour le capitaine du peuple et 80 pour l'officier de justice, le bargello. Donc, une force redoutable pour une ville de 40 000 habitants, à peu près 240 hommes armés. À Sienne, à la même époque, il y avait 40 soldats du podestat, 10 du capitaine du peuple, 5 du capitaine des gardes et 90 au service de 9 magistrats qui avaient le pouvoir dans la commune. À savoir, à peu près de 240 hommes encore dans une ville de 50 000 habitants. Dans les villes du Nord, à la même époque, tous les officiers nommés par les Visconti, les seigneurs de Milan qui dominaient sur les villes lombardes, le podestat était flanqué par quelques dizaines d'hommes armés, 24 à Novare, 25 à Comme, 30 à Vercelli, 50 à Bergame et 50 à Brescia. Donc, si vers 1260, dans les villes communales, aucune force de police publique n'était attestée, un demi-siècle plus tard, il y avait des dizaines, sinon des centaines de gardes, soldats et mercenaires au service des podestats et des autres officiers urbains. La disponibilité de ces forces détermina un changement radical dans les formes de la conservation de l'ordre public. La course des citoyens à la suite du cri était simplement réactif et ne pouvait pas se produire qu'après la consommation du crime. Au contraire, les policiers pouvaient effectuer un service de patrouille dans les rues de la ville et de telle manière assurer la prévention en décourageant les criminels avant qu'ils agissent. C'est un changement radical. À la fin du XIIIe siècle, l'idée que les forces du podestat devaient parcourir les rues de la ville afin de prévenir les menaces à la sûreté publique était désormais affirmée. Les policiers de la commune de Bologne faisaient chaque nuit service de patrouille et pouvaient entrer dans les tavernes pour combattre les jeux d'hasard et les actes de violence. À Mantoue, en Lombardie, au début du XIVe siècle, l'office des messiers de la nuit avait à son service 40 policiers qui devaient faire des tours dans la ville et dans les faubourgs pour arrêter tous les hommes armés pendant le jour et tous ceux qui se trouvaient dans la rue sans permission après le 3e son de la cloche pendant la nuit. À Sienne, vers 1305, les berrovieri, les soldats au service de la commune, devaient aller dans la rue de la ville avec un officier et un juge pour chercher les armes et capturer les malfaiteurs. Et il y avait aussi des espions qui étaient dans la ville et qui devaient dénoncer les criminels avant qu'ils agissent. À Venise, pendant la nuit, 36 hommes des seigneurs de la nuit avaient 18 barques et faisaient le tour des canaux.
Bien, on pourrait multiplier les exemples. Il y avait 10 ans des gardes qui patrouillaient, qui faisaient les patrouilles dans les villes et les criminels réagissaient. Donc nous savons que vers 1280, à Bologne, les joueurs et les voleurs avaient des guets qui étaient placés dans la rue et qui devaient crier « Ecce patrouilla voilà les hommes de Podesta, ecce famiglia potestatis », pour en favoriser la fuite de leurs complices. Donc, on peut affirmer que la patrouille a représenté pour l'ordre public ce que la procédure d'office et l'enquête ont représenté par la justice. Une nouveauté qui permettait aux juges d'être de plus en plus protagonistes de l'action judiciaire, parce qu'ils pouvaient procéder contre les criminels sans la nécessité d'une plainte, mais cela a été possible parce que les soldats du podestat et des autres officiers urbains pouvaient identifier les malfaiteurs et les arrêter sans attendre les cris des victimes. Donc les policiers avaient en effet le statut d'officier public, ce qui donnait à leurs paroles une valeur juridique et leur permettait de traduire devant le tribunal les personnes arrêtées sans qu'il avait besoin de témoins. Leur rôle de prévention est souligné par le fait qu'ils devaient réprimer surtout le comportement qui pouvait engendrer des périls pour l'ordre public. Nous avons vu que les hommes armés, les ivrognes, les joueurs d'hasard étaient tous suspects d'être toujours prêts à la rixe et à la violence. À la même époque, les châtiments changèrent aussi. Si juste à la moitié du XIIIe siècle, la majorité des sanctions prévoyait une période d'exil ou bien le paiement d'une amende, après 1250, sous l'influence du droit romain, se développa un système de peines fondé sur la torture physique, les mutilations, ainsi que sur l'application de plus en plus entendue de la condamnation à mort. Tout cela devait rendre dramatiquement visible l'efficacité de la justice, avec la spectacularisation des exécutions capitales et en peuplant les marges de la ville d'hommes et de femmes mutilés. Ça, c'est de la menace, mais aussi de la prévention. En conclusion, en somme, la tentative de créer une véritable force de police contrôlée pour le gouvernement communal ou seigneurial a été une partie importante du processus de transformation du pouvoir urbain en autorité, la séparation entre le pouvoir et le peuple, qui se produisait à la même époque dans les villes italiennes qui prennent les formes du gouvernement populaire factionnaire ou bien de la seigneurie. Mais il faut pourtant souligner que ce changement n'a jamais été total. Le gouvernement n'avait pas les ressources pour payer les centaines de policiers nécessaires. Donc, les cris et la cor uomo restèrent très importants dans toutes les villes. Donc, la nécessité de flanquer les forces de police par la cor uomo entre les murs et encore plus dans les campagnes, nous montre aussi les limites de ce processus qui intégrait le vieux système dans le nouveau cadre plutôt que le dépasser. En 1285, il y a eu une rixe entre les hommes de la paroisse de San Pancrazio à Bergame et les a vus s'opposer aux hommes de podestat de la ville pour établir qui avait l'autorité pour arrêter un assassin. C'est un exemple éloquent de la complexité de la mosaïque des pouvoirs de police qui continue à caractériser les villes italiennes au passage de la commune à la seigneurie. Merci.